du département, ben, on ne voit rien du tout. Je crois que ce maillon manquant... Comment? On manque même de langue. Bon, je ne vais pas jusque là-bas. Ce maillon manquant est essentiel. C'est ce maillon qui bloque la machine du gouvernement parce que le président dit quelque chose. Comme le président, il le dit, et les conseils de ministres, nous savons que c'est intermittent dans notre pays. Le prochain conseil de ministres, c'est peut-être dans un mois, peut-être dans 2 mois. Donc, évidemment, ben, les ministres qui sont en charge de mettre en œuvre cette vision, c'est une vision du chef de l'État, ben, ces ministres se faufilent. Mais je reviens encore sur un aspect, il y a eu un PND. Où est parti le plan national de développement? Parce que s'il y a un plan national de développement, ça veut dire que tout est contenu dans ce plan. Et en plus, ce plan a été voté par le Parlement. Si le plan a été voté par le Parlement, ça veut dire qu'on a dégagé en substance des moyens pour mettre en œuvre ce plan. Mais où est parti ce plan? Donc il y a une sorte de, je vais dire, de négligence parce qu'il y a un maillon qui manque, il faut le reconnaître, au niveau du gouvernement. Ce maillon manquant, c'est quelqu'un pour suivre réellement ce que fait le ministre. On avait le secrétaire général de la présidence qui évaluait les ministres. L'évaluation, on a jeté l'évaluation à la poubelle parce qu'on se disait que bon, lui, il est secrétaire général de la présidence, même s'il a un titre honorifique de ministre, c'est pas à lui d'évaluer les ministres, mais que le président prenne le courage de dire qu'il y a quelque chose qui manque, parce que, à la vérité, c'est quoi? Il a dit le combat essentiel. Mais ce combat essentiel, si on continue avec des ministres qui excellent en l'espace d'une année, j'ai vu le ministre avoir ce qu'on appelle, je ne sais pas comment on appelle ça ici, des ambassades ou partout dans toute la République, alors qu'on pouvait quand même faire en sorte que tout cet argent dégagé, parce que c'est de l'argent aussi, tout cet argent dégagé soit pour la mise en œuvre de la vision du président. Merci bien. Vous voulez parler de la fameuse gare, gestion axée sur les résultats. Alors, il y a eu des ministres qui ont été évalués à 2%. Voilà. Parlons à présent du volet social. Au plan social, on a comme l'impression que la préoccupation n'a pas été beaucoup grande pour le président de la République qui s'est contenté de dire œuvrer dans la mise en œuvre progressivement des recommandations du Comité national du dialogue social dès 2014. Cette fois-ci, le peuple congolais n'a pas été gratifié par des gratuités annoncées tout récemment, gratuité des pièces d'état civil, gratuité des césariennes, gratuité de ceci, gratuité de cela. Romy Gokilas, vous venez de nous rejoindre sur ce plateau. Sur le volet social de ce discours. Bon, merci pour ce privilégié que je vais faire en plein débat déjà. Bon, j'ai suivi attentivement ce débat depuis le début. Lorsque le chef de l'État communique ou lorsqu'il s'adresse au Congolais, en fait, le chef d'État s'adresse à une nation, aux Congolais, qui s'attendent tous les bienfaits de notre monsieur parce qu'ils lui ont fait confiance. Alors, sur le volet social, j'ai pris connaissance également, oui. Le problème, c'est tel que vous venez de développer, le chef de l'État a un souci de sa population. Dire oui, mais la population attend du chef d'État aux actes. Et nous l'avons toujours dit ici, autour du chef d'État, il y a tout un mécanisme. Il y a des ouvriers, dans le terme qu'il a placé, pour aboutir à la concrétisation de sa vision sociale du pays. Alors, lorsque le chef de l'État émet, l'essentiel, moi je pense, ce qui est très capital, c'est de faire d'abord le bilan de l'année antérieure, à tous les niveaux. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Le dialogue, oui, le dialogue est sacré. Une nation ne peut que se développer dans le dialogue. Ça, c'est quelque chose de gagné déjà que nous devons préserver. Mon sujet de l'emploi, et la question de l'emploi, du manque d'emploi au niveau de la jeunesse ou des jeunes, est très vieille. Elle est très vieille, je me souviens, c'est encore jeune, on parlait déjà du manque d'emploi dans ce pays. Alors, nous devons, je crois, qu'on doit changer cette stratégie. Il faut aller vers du concret. Je sais que c'est un processus, mais il faut qu'on y arrive. Sinon, ça risque d'être des promesses. Mais les jeunes, j'ai vu des gens aller déjà à la retraite sans avoir exercé un métier. Alors moi, je crois que le Congo a un défi. Les parents du chef de l'État, pour moi, c'est des défis majeurs. Mais c'est le moment de les concrétiser. Parce que les Congolais attendent trop le côté pragmatique du chef de l'État. Merci bien. Romy Gokilas,
Je suis avec Romy Coquilla, c'est directeur de l'information de CB+, une chaîne de télévision de la place. Nous avons rejoint également sur ce plateau Fortuna Ngolali, journaliste à Top TV. Bonjour Fortuna. Bonjour Marie. Votre avis par rapport au volet social évoqué par le président de la République? Moi, comme Romy Coquilla, je viens... vous trouvez déjà en plein débat, mais j'ai quand même suivi le de lui. Mais ce qu'il faut relever dans ce discours, en fait, ces vœux du chef de l'État, c'est que tout ce que dit le chef de l'État dans ses vœux ou encore dans ses discours, ce sont des rappels. Et moi, je pense que c'est des rappels importants parce que tout ce qu'il dit se retrouve et constitué, se trouve dans son projet de société qui a été approuvé par la majorité des Congolais. Donc, ce sont des rappels importants. C'est une façon de dire aux Congolais que je vous avais promis ceci, je le ferai. Il y a des temps, il y a des moments pour le faire. Mais là où se pose le problème, c'est dans la concrétisation de ces projets, de cette vision. Quand vous lisez bien le projet du chef de l'État, le projet du chef de l'État, c'est un projet ambitieux. Si ça peut se réaliser, se matérialiser à la lettre, en un clic, le Congo sera vraiment un pays émergent en 2025. Mais le problème, c'est dans la concrétisation. Parce que j'ai suivi les autres ici parler de la paix, puisque le chef de l'État, dans son discours, a parlé de la paix. Il met en garde ceux qui tenteront ou oseront de trouver la paix au Congo. Mais on ne peut pas aujourd'hui parler de la paix sans plutôt que l'aspect social, sans que le Congolais, l'environnement social soit satisfaisant. Donc je pense que dans le discours du chef de l'État, il a parlé de, comment on dit, il a posé des jalons. Il a posé les jalons. Ce qui reste à faire, c'est la concrétisation. C'est là où se pose le problème. Sinon, c'est un projet, c'est bien de faire ces rappels, mais la concrétisation, c'est là où se pose le problème. Merci bien, Fortuna Ngolali. Alors, Joseph Bitala Bitebo, le volet social constitue une question lancinante. Alors, on a comme l'impression que le président a laissé un peu de côté ce volet, non? Bon, je ne pense pas qu'il ait laissé ce côté. Là, en tout cas, ce volet-là, pardon, de côté, je veux dire. Non, tout simplement parce que je pense qu'il y a des promesses qui ont été faites en 2013. La question, c'est de se demander, est-ce que ces promesses ont été tenues? Bon, moi, je pense que c'est l'histoire de la bouteille à moitié pleine et à moitié vide, là-dedans. Pourquoi? Parce que il y a un credo sur lequel le discours s'appuie, c'est celui du dialogue. Et le président l'a réitéré dans son message. Ça veut dire qu'il tend la main à ceux qui doivent être partie prenante de ce dialogue. Aujourd'hui, je crois que le problème fondamental, ce n'est pas seulement la corporation des enseignants, parce que c'est d'eux qu'il s'agit en fait. Ils ont posé le problème de la révalorisation, du point d'indice, mais sans oublier que le dialogue dont il parle ici, le volet social, ne concerne pas une seule catégorie socio-professionnelle. Les statuts particuliers, il n'y a pas que les enseignants qui ont besoin d'un statut particulier. Il y a d'autres corporations, en l'occurrence même nous autres journalistes, nous avons besoin d'un statut particulier. C'est un vieux serpent de mer, mais qui n'a jamais trouvé de solution. Alors c'est pour cela que le président dit, mais écoutez, nous n'allons pas seulement privilégier une seule catégorie socio-professionnelle, mais c'est l'ensemble des catégories. Et ça a été évoqué en 2013. Voilà pourquoi le dialogue va se poursuivre. Mais que vaut la modernisation? Que vaut l'industrialisation? Les deux mamelles du chemin d'avenir, s'il n'y a pas de dialogue? Eh bien, c'est cette main tendue-là qu'il faut saisir. Maintenant, il ne faudrait pas aussi qu'on essaye de jeter tous les œufs dans un seul panier en se disant, bon, nous avons le pétrole, alors nous ne comptons que sur le pétrole. Mais il compte aussi sur toutes les ressources humaines dont dispose le Congo. Et il compte sur l'élite, il compte justement sur ce sursaut d'orgueil. Et c'est cela qui sous-tend le message du chef de l'État. Il interpelle tous les Congolais, mais à quelque niveau que ce soit. À commencer peut-être par nous autres journalistes, essayons de balayer devant notre porte. Est-ce que nous faisons bien notre boulot pour que le dialogue, justement, tous azimuts dont il parle dans son message, soit effectif? Merci bien. Abordons à présent le volet politique. Le président de la République a parlé des élections, notamment les élections locales en 2014, également les élections sénatoriales. Alors, comment peut-on parler des élections apaisées alors que tous s'accordent que le recensement administratif
spécial n'a pas atteint ses objectifs. Elie Smith. Oui, sur le volet politique, c'est une bonne chose que le chef de l'État a mentionné. C'est aussi, je pense, par extension, l'aspect social aussi. Parce que si il n'y a pas un calme social, on ne peut pas aussi organiser des élections transparentes et puis apaisées. Donc c'est ça qui appelle aussi au dialogue. Bon, moi je sais que souvent à chaque élection, on va organiser encore un autre Ivo ou Dolisie ou quoi comme ça. Mais je pense que cette fois-ci, le chef de l'État doit faire que ça soit ouvert. Il faut qu'on arrête ce problème de dire qu'il y a ce qu'on appelle l'opposition modérée. C'est pas moi qui le dis, j'ai reçu un monsieur Yves Le Kanda qui dit que cette faction-là, qu'on les appelle l'opposition modérée, ne représente que eux-mêmes. Je pense que le chef de l'État maintenant doit aller au-delà et vous faire une grande ouverture que tous les acteurs politiques de ce pays, s'il y a dialogue avant la tenue de ces élections sénatoriales, ils participent. Et que quand on va tenir ces élections-là, il faut que ces élections-là soient honnêtes et transparentes. Qu'elles ne soient pas comme les élections législatives 2011, où les gens qu'on savait qu'ils vont gagner, ils n'ont pas gagné. Vous allez peut-être me dire, oui, c'est aux urnes, mais on a participé, j'ai participé dans les campagnes électorales, on a vu qu'on savait qu'à midi, c'est celui qui gagnait, et à 16 on voit que c'est l'autre. Donc, pour que la paix vienne dans un pays, parce que tout ça, ça s'imbrique, hein, pour qu'on aspire à l'émergence, il faudra qu'il y ait une bonne démocratie aussi. Il faut que une démocratie aussi, c'est avoir une classe moyenne. Cette classe moyenne-là vient parce qu'il y a la paix sociale. La paix sociale fait attirer les investisseurs. Une bonne éducation fait aussi que l'industrialisation vienne. Et là aussi, comme Bitela Guitemo a dit, c'est là où les journalistes doivent jouer leur rôle. Le journaliste ne doit pas être partisan. Le journaliste doit faire un effort d'être objectif et permettre que toute classe politique doivent avoir la chance de s'exprimer. Il ne faudra pas que les journalistes deviennent comme des militants du PCT ou de l'UPADS. Tu as des journaux où tu mets seulement une certaine frange. Donc, comme Bitala a dit, le journaliste doit jouer son rôle, que ce soit sur la presse écrite et la presse audiovisuelle, donner la parole à tout le monde. Parce que quand tout le monde s'exprime, ça apaise. Et quand tout le monde s'exprime aussi, on commence à connaître si vraiment ce monsieur ou ce groupe de personnes représente vraiment quelque chose. Et je pense que c'est le rôle que le journaliste a joué, accompagner ce volet politique qui va arriver, que toutes les branches politiques de ce pays puissent s'exprimer. Merci, Elie Smith. Alors, prévu en 2013, les élections locales n'ont pu avoir lieu, et cette fois-ci, c'est annoncé en 2014. Alors, qui dit élection fiable, un corps donne lieu à un corps électoral fiable. Alors, étant donné que le recensement administratif pose problème, peut-on affirmer ici qu'en 2014, on aura des élections locales vues du journalisme? Bon, les élections libres, transparentes, honnêtes, et sans y ajouter encore des épithètes, je crois que c'est un processus qui rencontre des obstacles, mais qui ne proviennent pas seulement d'un seul côté. Il faudrait plutôt que, pour qu'on atteigne cet objectif des élections transparentes, que chacun joue réellement son rôle, que chacun essaie un peu de mettre de côté ses caprices personnels pour que le pays avance. Vous savez, une élection n'est pas transparente, pourquoi? Chez nous, c'est quoi? C'est parce qu'il y en a qui croient qu'ils doivent tout avoir. Il faut le dire, qu'ils doivent tout gagner et que les autres doivent tout perdre également. Non. Nous avons un adage en juriste qui dit que, en tant que juriste, j'ai un adage qui dit qu'un homme juste ne va pas jusqu'au bout de son droit. On ne peut pas aller à une élection libre et transparente quand on sait que les autres sont disqualifiés d'office. Mais là où il a dit, là où on sait qu'on allait gagner, à midi, on dit que officieusement, les États nous montrent que c'est un tel qui passe, mais quand on va lire à 21h ou à 3h, voilà, c'est un autre nom, et ça surprend. Vous voyez que même ceux qui étaient motivés à vous accompagner sont dessus. Moi, je crois que c'est un départ qu'il faut maintenant auquel il faut donner assez de chances, c'est-à-dire faire participer tout le monde possible pour éviter le maximum de contestations. Nous avons aujourd'hui une frange de l'opposition qu'on qualifie de radicale, notamment celle formée par les personnages et les personnalités comme
Guy Romain-Kifissia, Miracia Clément, Mathias Jean et les autres. Mais pourquoi ils sont des radicaux? Même s'il y a une certaine opinion qui dit que s'ils ne représentent qu'eux-mêmes, c'est pas grave, c'est des Congolais, c'est des acteurs politiques qui ont aussi des gens derrière eux, même s'ils sont capricieux, même s'ils ont assez de revendications. Je crois qu'il faut de temps en temps les approcher et les faire comprendre certaines choses. C'est des humains. Une personne ne peut pas tous les jours refuser toutes les propositions qu'on lui fait. Je crois qu'on doit avoir tiré la leçon de ce qui s'est passé, et puisque au-delà des locales et des sénatoriales, nous aurons sur la présidentielle en 2016. Donc essayons de faire le maximum de possible pour qu'on ait des élections apaisées. Vous savez, aujourd'hui, il y a des sujets quand on aborde, ça donne un peu la peur à certains citoyens. C'est quoi? C'est parce qu'il y a un manque en réalité de confiance. Il y a un manque d'entente entre les acteurs politiques. À tel point en bas dans la cité, les gens disent, ah, votre 2016 là, vos élections là. Vous voyez, il y a déjà une peur au niveau de la population, à cause des caprices des hommes politiques. Donc, pour résumer, les élections qui arrivent, oui, il y a des radicaux, oui, il y a des organisateurs, mais il y a un minimum qu'il faudrait sauvegarder, c'est la paix, c'est l'entente, et puis c'est la participation de tout le monde. Voilà, nous allons vous proposer les réactions de certains hommes politiques, notamment ceux cités par Ernest Bachar-Guini, qui ne croient pas à la thèse du président. Suivez. C'est bien de promettre la transparence. Mais on ne peut pas proposer la transparence sans avoir préparé les conditions. Les conditions de ces élections ne sont pas réunies. Vous savez vous-même, les dernières élections ont été contestées parce que le corps électoral n'est pas connu. Parce qu'il y a eu trop de tricherie, il y a eu trop de pagaille dans ces élections. Et nous avons proposé qu'il y ait une concertation nationale pour préparer les meilleures conditions d'élection. Qu'est-ce qu'on a fait? Le ministre de l'Intérieur a fait un recensement qui n'a pas été accepté par les Congolais. C'est un échec total partout. La moyenne maximale, c'est 30% d'enrôlement des électeurs. Donc on ne connaît pas le corps électoral. On a enrôlé beaucoup d'étrangers, on a enrôlé beaucoup de fictifs, beaucoup de mineurs, dont les conditions ne sont pas réunies. Nous avons proposé qu'on dissolve cette commission électorale, parce qu'elle n'est faite que d'affidés. Il faut qu'on la dissolve pour que tout le monde participe. Ce n'est pas une honte, nous-mêmes, nous les Congolais. Prenons ça à notre compte, retrouvons-nous et disons, bon, comment aller aux élections? Première chose, il faut d'abord une bonne loi électorale. La loi actuelle est mauvaise. Il faut une bonne commission électorale formée d'agents indépendants de Congolais intègres, mais pas de petits qui vont pour chercher l'argent. Cela non. Avec la participation de tous. Troisièmement, repartons définir le corps électoral. Et de façon paritaire, nous tous, on va sur le terrain. On compte les électeurs, on dit voilà les électeurs. À partir de là, il faut refaire le découpage électoral qui est unique aujourd'hui. On refait le découpage électoral et en ce moment-là, tout le monde sera rassuré, on va aux élections. Et vous verrez, il y aura de bonnes élections et le Congo s'en sortira nettement meilleur. Je dirais même guéri. Le président Sassou Nguesso parle des élections locales et sénatoriales qui vont se dérouler dans la paix, la liberté et la transparence. De quelle paix parle-t-il? Puisque le président Sassou lui-même a déclaré qu'il n'y a pas de paix sans justice. Et la justice au Congo est dans quelle situation? De quelle transparence parle-t-il lorsque l'on sait que le gouvernement n'a jamais voulu expliquer lors des élections législatives de 2012 comment le député PCT de Mpili avait eu 4 997 voix alors qu'il n'y avait que 2600 électeurs et comment à Madidi le corps électoral est passé de 7 700 électeurs au premier tour à 45 942 au second tour. À Lumumba, il est passé de 34 974 au premier tour à 37 974 au second tour. À Gamboma 2, il est passé de 9 838 au premier tour à 12 155 électeurs au second tour et autres. Le principe choisi par le gouvernement est simple. Le chien aboie, la caravane passe. On compte surtout sur la force publique qui devrait être neutre pour faire peur, intimider et crier que vive le Congo. Bref, le constat est clair. Brazzaville, Evo et Dolisie n'ont été que des mascarades qui n'ont en rien fait avancer notre pays en matière d'organisation des élections.
Voilà, vous venez de suivre les points de vue de deux hommes politiques de la branche de l'opposition qui pensent que cela n'est pas réaliste d'organiser les élections en 2014. Alors, quel est l'avis de notre frère politologue, juste bon mot? Oui, à mon avis, moi je me souviens, le chef de l'État a eu à tenir un discours sur l'état de la nation, et dans lequel il avait dit, je le cite, il avait dit, au nom de l'intérêt général, il y a une frange, il y a des compatriotes, bon, j'essaie de paraphraser, il y a des compatriotes qui sont partis à Dolisie, au nom de l'intérêt général, ils sont partis à Dolisie pour qu'on arrive à trouver une feuille de route pour aller vers des élections apaisées. Et aujourd'hui, nous avons une feuille de route qui est tracée. La feuille de route, c'est Dolisie. Ce sont des hommes politiques, ils font leur travail, hein, et ils se disent de l'opposition, donc ils peuvent critiquer, mais il y a une feuille de route qui est là. La feuille de route, c'est la concertation de Dolisie. Au niveau de la concertation de Dolisie, il y a eu quand même des points importants, y compris ce qu'on appelle le ressourcement administratif spécial. Il y a aussi le point sur la Conel. Donc je pense que pour qu'on aille vers cet apaisement, comme a dit le chef de l'État, il faut maintenant que le gouvernement ou les personnes qui l'a chargé puissent s'asseoir le maximum de temps, de fois possible, pour évaluer les accords de Dolisie. On n'a pas d'autre, on va dire, on n'a pas un autre chemin. Parce que c'est ça le problème aussi des Congolais. On avait un PND, au lieu de suivre le programme, le plan national de développement, on commence à trouver un ministre va dire au chef de l'État, mais il y a déjà un plan qui est tracé. Suivant le plan que nous avons tracé à Dolisie, je pense que si on arrive à mettre en musique les recommandations de Dolisie, on ira vers ces élections apaisées. Il n'y a pas de secret. Et le reste, ce que a dit le président Jean, Mirassa, ce sont des hommes politiques. Ils sont là pour l'opposition et on connaît que non, leur travail c'est de s'opposer. Mais aujourd'hui, on a un canevas qui est là. Suivant ce canevas, c'est au président de la République de rappeler aux personnes à qui il a désigné pour suivre, pour voir si vraiment les accords de Dolisie s'exécutent, évaluer ce qui s'est fait au niveau de Dolisie. Le reste, je pense qu'on va encore chercher des rencontres, pour rien. On a une rencontre, on a un canevas, suivant les accords de Dolisie, mettons en œuvre ce qui a été dit à Dolisie, et je suis sûr que nous allons aller vers cet apaisement. Je suis Bombo, oui. Quel est l'état de lieu, faites-vous, de recensement actuel? Écoutez, moi j'ai suivi ce comité s'asseoir et dire qu'au niveau des, disons, à part Pointe-Noire et Brazzaville, le corps électoral a été plus ou moins défini, même si on n'a pas donné le nom. On n'a pas donné le nombre, plutôt le chiffre du corps électoral à l'intérieur du pays. Attendons de voir maintenant le corps électoral de Brazzaville. Et après cela, on pourra maintenant parler. Mais le problème que nous avons, c'est que quand nous prenons des lois, quand nous prenons des textes, mais pourquoi est-ce qu'on ne les applique pas? On a pris ensemble, c'est un consensus, le président lui-même a dit, il a dit au nom de l'intérêt général. Il y a des compatriotes qui sont partis à Dolisie, ne regardons pas comme c'est des connivences. Et aujourd'hui, nous avons vu par exemple que les partis de l'opposition, ceux qui étaient partis à Dolisie, ont quand même récolté quelque chose quand même de majeur. Vous avez été recensé? Moi j'ai été recensé. Merci. J'ai été recensé. Oui. Oui, ça m'amuse un peu lorsque mon ami parlait comme un homme politique. C'est un politique? Oh, non, je n'en veux pas, c'est un politique, c'est normal. Mais moi je pense que la question électorale au Congo doit nous interpeller en tant que Congolais. Et franchement, son parti pris, elle doit nous interpeller. Et quand j'ai suivi les deux patrons de l'opposition, je dis bon, c'est des discours politiques. Quand je ne discute pas d'avoir épousé, et qu'il doit lire objectivement. Alors, vous allez constater que le président Jean revient toujours sur un leitmotiv, les règles de gens qui étaient faussées. Les règles de gens qui étaient faussées. Et nous qui observons, surtout la population qui nous suit, certainement ça frustre certains Congolais. Qu'est-ce que moi je constate personnellement? La classe politique congolaise n'a pas de respect, franchement, pour la démocratie congolaise d'abord, et pour ce système que nous-mêmes avons mis en place. Pourquoi diable les élections ont toujours posé problème dans ce pays? Et cela ne vient pas de la population, cela vient, je le dis clairement, de la classe politique congolaise, donc du côté du pouvoir et du côté de l'opposition. Puisque nous attendons
à une chronologie bien tracée, mais sinon vous allez constater que lorsqu'on dit comme juste à le dire, il y a toujours une partie qui s'oppose, vice-versa. Je veux dire, nous risquons de rentrer dans un système comme ça pendant des années, là où on va toujours recuser les résultats. Pour revenir au recensement, c'est vrai, juste dit, il faut, ça c'est parler politique, hein. Ça c'est parler comme un homme politique, je vous en prie. Oui. Le Taliban, il n'y a pas de... Attendez, je n'ai pas terminé. Vous vous adressez à qui, je vous en prie. Mais ce qui est vrai, il y a un combat politique là. Non, je dis... Ce sont eux qui ont demandé... Non, je dis... Non, à moins que je me trompe de ce que j'ai suivi. J'analyse ce que je viens de voir. Alors, il y a une opposition qui conteste. Qui conteste quoi? Vous avez suivi. Donc, l'opposition la parole, je l'avais terminé, et si vous voulez rebondir, vous allez rebondir. Le souci majeur des Congolais, c'est celui-là. Moi, j'éprouve ce souci. Le souci des Congolais, c'est de voir et réussir des élections au Congo. Or, le recensement posait déjà problème. Si vous vous souvenez, sur ce plateau, on avait suivi que les patrons de l'opposition ont demandé aux populations de saboter ce recensement déjà. Et ici, nous nous sommes dit, on risque d'avoir un chaos. Mais le Congo ne gagne pas, s'il vous plaît. Donc le Congo ne gagne pas en ce moment-là. Alors, on sait qu'il y aura les locaux. Je dis oui. Mais ce qui est vrai, ça sera contesté, puisque déjà la contesté. Mais ça sera contesté. Non, mais ça suffit. Mais non, il faut le politique. Non, mais lesquels débattons bien. Je vais clôturer. Il va terminer. Je fais mon constat par rapport ils font leur politique. Les hommes politiques. Voilà. Mais c'est eux qui contestent. Alors, en ce moment-là, qu'est-ce que le Congo gagne finalement? Moi, c'est un souci en tant que Congolais. Donc, lorsque l'opposition se pose toujours, il faut, je pense aujourd'hui, il y a quelqu'un qui l'a dit ici, que la classe politique s'asseye, s'il vous plaît, pour le respect du souverain primaire. De l'ISI 3. Parce que, non, je vous en prie. Jusqu'alors, tu n'arrives pas à non, vous clôturez. Oui, tu n'arrives pas à chuter, on te rend la parole. Vous avez la parole. Oui, moi je pense qu'on est des journalistes. Hein. Il ne faut pas quand on vient ici, on raconte, on dit des choses comme il se doit. Oui, de manière objective. Une fois que ça va gratter des gens. Je le dis et je l'assume, et il a un peu dit, quand on organise des élections, il faut que les élections reflètent la réalité des sondages d'opinion. Yes. Alors, quand M. Mathias Ndong, ce n'est pas un paria, il ne tombe pas du Mars, quand il dit qu'il faut qu'on reparte négocier, qu'est-ce que ça vaut? Si vous voulez qu'il y ait une paix dans un pays, on peut négocier. On ne va pas dire que, comme le politologue dit, d'Olizy 3. M. Yves Lekanda, il est ici, il est un homme politique congolais, il a dit souvent que ça n'a pas marché. Donc quand on voit que ça n'a pas marché, pour le bien-être du Congo, si le président de la République ne voyait pas l'importance de vouloir une élection apaisée, il ne devait même pas mentionner de cela. Ça veut dire qu'il y a un problème. Je ne pense pas que ce genre-là tombe du Mars. Il faudra que aussi, quand on veut faire une négociation, on ne fait pas une négociation avec des conditionnalités. Vous ouvrez pour tout le monde. Parce qu'il y a certains hommes politiques dans ce pays qui sont des oppositions modérées, qui ont pris la politique comme une industrie. Ils partent là-bas parce qu'on va leur donner un peu de l'argent pour dire qu'ils ne représentent pas le Congo. Moi, je pense que pour qu'on ait une élection apaisée au Congo, soyons honnêtes, à savoir qu'il y a eu des manquements. Le président l'a reconnu, par exemple, quand on parle de l'année de l'éducation, on repart sur la table, ça coûte quoi? De négocier avec une autre personne, remettre tout à plat pour qu'on ait une liste électorale. Ce ne serait pas 100% bien, mais pour que tout le monde un peu se puisse trouver. Si M. Mathias Ndong aujourd'hui parle qu'ils veulent négocier, mais on va à la négociation, on les appelle aussi, venez sur la table de négociation, qu'on puisse négocier. Merci bien, Elie Smith. Alors, Joseph Bitala-Bitebo, l'opposition, déjà dans la plupart des déclarations, l'opposition dit ne pas aller aux élections locales. Bon, cette année-ci, 2013, on a constaté qu'il y a eu un blocus. Les élections n'ont pas pu avoir lieu en 2013. Nous sommes en 2014. Le président réaffirme cet optimisme que 2014, ça sera année des élections locales. Entre-temps, les préalables énoncés par l'opposition n'ont pas été levés. Je pense que M. Ibombo, qui est politologue, connaît bien un chapitre important de la science politique qui s'appelle le fonctionnalisme.
et que dans le fonctionnalisme, justement, on essaie de décrire les partis politiques comme le sang dans le corps humain. Un parti politique, c'est l'expression du pouvoir. C'est, je dirais, le principal instrument qui exprime la démocratie dans un pays. Cela veut dire simplement qu'un parti politique a le droit à la parole, un parti politique a le droit à la conquête du pouvoir, c'est même l'objet de son existence. Donc, en dehors de cette cacophonie-là, justement, qu'il y a au sein des partis politiques congolais, qu'on peut comprendre, à partir du moment où ça ne rencontre pas leurs attentes, on peut comprendre que ces partis politiques disent ce qui va et ce qui ne va pas. En dehors de cela, moi, je ferai deux constats. Le premier constat, c'est le désamour des Congolais vis-à-vis de la classe politique congolaise. Il y a un désamour, mais alors extraordinaire. Et je crois que le baromètre, ça aura été les élections législatives de 2012, où il y avait un déclin, mais alors considérable, de la mobilisation citoyenne. Et les observateurs nationaux et internationaux ont remarqué qu'il y avait un taux d'abstention élevé, le plus fort taux d'abstention jamais vu au Congo, en 2012. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'aujourd'hui, on a essayé de professionnaliser la politique. Les élections sont devenues une guerre entre les riches et les pauvres, une exhibition des richesses, de ceux qui en ont les moyens. Et les Congolais posent un regard oblique. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, mais finalement, ces hommes-là, ils cherchent quoi? Là-dessus, on pouvait comprendre donc ce désamour des Congolais vis-à-vis de la politique. Le deuxième constat, c'est l'instrumentalisation de l'élite qui instrumentalise les Congolais. Ne peut être élu dans une circonscription qu'un fils du terroir. C'est absolument hallucinant. Et c'est ça, justement, les mots M-A-U-X de la politique congolaise. Bon, il y a l'exemple du ministre d'État Yoka qui a qui confirme la règle, n'est-ce pas? Donc je pense qu'il y a des choses qu'il faudra corriger à ce niveau-là pour qu'on arrive à des élections apaisées, justement. Il faut tenir compte des gouvernants, mais aussi des gouvernés, des votants, essayer de donner un peu de considération à cette classe politique et aussi à ceux-là pour lesquels on cherche des suffrages. Tant qu'on va continuer à instrumentaliser la classe politique ou les populations congolaises par l'élite, justement c'est l'élite qui fait cela, et tant que ceux qui font à la recherche des suffrages vont considérer qu'il faut exhiber sa richesse pour avoir des suffrages, eh bien, croyez-moi, ce désamour sera constant et on risque d'arriver justement à un taux d'abstention encore plus élevé. Oui. Une minute, pardon. Une minute. Non, il n'y a pas demandé pardon. Vous avez la parole, Elie Smith. Faisons un autre détail. Bon, on descend le diable dans les détails. Si aussi il y a ce désamour, tout ce que M. Vitala a dit, c'est aussi parce que on sait souvent que les vieux sont joués d'avance. Les élections, on sait déjà que moi, je m'en vais aux élections avec M. Vitala. Vitala va me battre, je vais le battre. Quel qu'en soit le cas. Donc, il faudra que la transparence suive aussi. D'abord. Merci. Oui, moi, je voulais juste dire à propos de ces élections que quand vous voyez tel que le Congo est présenté par le président de la République, ou encore voulu, vous allez comprendre que dans l'avenir, nous allons vivre dans un Congo où il n'y aura pas de forts, il n'y aura pas de faibles. Puisque lui, il a dit même en 2011, l'égalité des chances. Donc on n'aura pas un 2011, août 2011. Oui. On va se retrouver dans un Congo où il n'y aura pas un parti fort, parti politique fort, un parti politique faible. L'objectif, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, comme a dit Jimmy, que tout le monde se retrouve autour du même table pour qu'il y ait élection apaisée et transparente. En ce qui concerne le recensement administratif. Écoutez, en ce qui concerne le recensement administratif, il faut pas voiler les choses. Il était dit clairement que ce recensement était un raté. Ça, c'était clair. Moi, personnellement, si le politologue, lui, il a été recensé, moi, je n'ai pas été recensé. J'ai attendu la heure à la maison, le lendemain, puisqu'il nous avait donné rendez-vous, il n'est plus passé depuis là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une grande partie de la population qui n'a pas été recensée par le comportement et l'attitude de certains agents recenseurs à cause de beaucoup de problèmes qui ont émaillé tout ce processus du recensement. Donc il faut revoir, il ne faut pas laisser les choses aller comme ça dans ces désordres, sinon on va se retrouver avec les mêmes choses. Déjà, il y a Mathias Nzon, il y a Clément Mirassa
qui dénoncent ces fraudes. Moi, je pense qu'il faut prendre ça en compte, puisque derrière Mathias Nzon, derrière Clément Mirassa, il y a aussi une grande partie de la population. Donc il faut arrêter. Moi, je pense que ce sont des préoccupations fondées, puisque ça a été dit clairement, même par les organisateurs, que son recensement était un raté. Attendez, c'est lui qui a la parole. Laissez-le vous. Non, laissez-le producteur. Nous sommes en direct. Nous sommes en direct, s'il vous plaît. Je pense qu'il faut revoir les choses. Il y a eu un désordre organisé lors de ce recensement administratif social qu'il faut revoir, essayer de corriger avant qu'on arrive à cette élection. Merci bien. Les Congolais, sinon la plupart attendaient que le président de la République se prononce sur le débat sur la Constitution qui alimente déjà des conversations à travers le pays. Apparemment, la question n'a pas intéressé le président de la République. Ernest Bochard. La question n'a pas intéressé le président de la République. Je crois que la réponse à ça pour l'instant, j'ai lu, je ne sais pas si c'était dans Paris Match où c'est même repris par certains confrères ici sur place. Voilà. Et je crois que le président, pour l'instant, clair, sa réponse c'est quoi? C'est pas à l'ordre du jour. Mais cela n'empêche pas les uns et les autres de épiloguer sur un sujet aussi d'actualité. Parce que le comportement des hommes politiques, le comportement des élites montre que d'un côté, apparemment, il y a velléité d'aller au changement. Si ce n'est pas la moitié, c'est un changement de la Constitution, mais il y en a qui disent qu'on devrait parler. Mais je crois que le débat, il est là, au niveau de la presse, il a été engagé depuis des années. Au niveau de certains hommes politiques, le débat, on prend tous aux conférences de presse des partis du pouvoir et de l'opposition, on sait ce qui s'est dit. Mais je crois que le président, bon, il attendra peut-être son moment pour se prononcer sur cette question de manière ouverte. Sinon, c'est un débat et c'est là où la presse devrait intervenir, dédramatiser certaines questions. Les changements de la Constitution, la révision de la Constitution, son maintien, c'est des sujets d'actualité, c'est des sujets qui concernent tous les Congolais. Chacun peut en parler, chacun peut en débattre comme il veut. Donc il ne faudrait pas qu'on fasse de ça une affaire de Pierre Ngolo, une affaire spéciale de Clément Mirassa ou de Mathias Nzon. Non, c'est une situation des Congolais. D'ailleurs, ils ne sont leaders politiques, c'est parce qu'en bas, il y a une population qui les soutient. Merci bien. Et Joseph Bitala-Bitemo, la question n'est pas à l'ordre du jour dans l'agenda du président de la République. Ben, écoutez, moi je pense que, comme lui-même le sait bien le dire, d'ici là, beaucoup d'eau va couler sous les ponts. Mais la question n'est pas d'actualité, tout simplement parce que il y a une grande entreprise de salut public qu'il a dressée pour les Congolais, qui est en train de s'exécuter, le chemin d'avenir. Est-ce qu'aujourd'hui, on va essayer de quitter maintenant l'attention qui se focalise justement sur ce projet de société pour passer sur des débats qui aujourd'hui ne sont pas d'actualité? C'est vrai, mais pourquoi les gens sont pressés? Mais c'est sûr qu'on en parlera. Mais pour le moment, nous sommes en 2014, début 2014, la question ne se pose pas. Et moi, je pense que le président de la République prendra le temps qu'il faut et que, de toute façon, ce ne sera pas le problème du président de la République, ce sera le problème de l'ensemble des Congolais. Et que, quoi qu'il en soit, quelle que soit la décision qui sera prise, eh bien, ce sera aussi l'avis de tout le monde qui comptera dans cette chose-là. Moi, je pense que dans ce discours, il n'était pas question de revenir sur des choses de 2016. Mais c'est surtout beaucoup plus que ce qui s'est passé en 2013 et ce qui doit se passer en 2014. Et c'est à juste titre, à mon avis, qui n'a pas abordé cette question, qui fait jaser ici et là, mais qui, soit dit en passant, eh bien, aura son temps. D'ici là, beaucoup d'eau va couler sur les ponts, ça c'est sûr. Mais je m'en tiens à ce qu'il a dit dans l'interview de Paris Match. La question n'est pas d'actualité. Eh bien, on s'en tient à cela. Voilà, merci bien aux Congolais de garder leur souffle. La question n'est pas d'actualité. Alors, passons au deuxième sujet de cette émission. 81 membres sanctionnés pour indiscipline, c'est au niveau du PCT. Alors, nous allons suivre ce reportage signé Miguel Mangoula. La première session extraordinaire du Parti congolais du travail, tenue du 26 au 28 décembre 2013, a statué sur les cas d'indiscipline constatés lors des élections législatives de 2012. Au terme des travaux, les sanctions ont été prises. Ainsi, André Okombi Salissa et Nicolas Kosaloba sont suspendus pour une durée indéterminée pour non-participation aux activités du parti et animation d'autres formations politiques. Okemba Christian Roger, Tinyumba Paul Albert et Zonono Mak
Macaire sont suspendus pour une durée de 12 mois pour s'être présentés en indépendant contre le candidat du parti. Alexandre Honoré Paka a reçu un avertissement pour avoir manqué à son devoir. Paka Servet a lui aussi reçu un avertissement. Le camarade Yala Jean a également reçu un avertissement pour avoir soutenu un candidat. Aussi, Lefoba Grégoire a reçu un blâme pour non-respect des consignes de la direction nationale. Enfin, Okula Roger Edouard a quant à lui été blâmé pour changement unilatéral de suppléant. Signalant qu'il s'agit là de la première série de publication des actes, la seconde sera publiée progressivement après la signature par le secrétaire général du Parti congolais du travail. Voilà, 81 membres sanctionnés pour indiscipline, une grande première pour le Parti congolais du travail, n'est-ce pas? Jussi Bombo, le politologue. Bon, je crois que ce sont les recommandations de ce congrès, du congrès du PCT. Et bon, moi je vais pas rentrer dans la source interne du PCT. Si c'est reconnu dans leur règlement intérieur, tant mieux. Mais je voulais quand même revenir 2 petites secondes sur un aspect, sur l'aspect de la Constitution. Il y a, mon cher Élie... Non, on évolue, s'il te plaît. Jussi Bombo, bon, voilà. Il y a un lien, on laissez-moi vous lire un lien. On a parlé de la fonctionnalité en sciences politiques. Ce n'est pas au président, c'est au parti politique justement, parce que le parti politique, c'est la machine à idées du politique. Donc je crois que c'est au parti politique de susciter ce débat. Donc pour revenir au niveau du PCT, c'est une source interne au PCT, mais moi je dirais que le PCT manifeste le même zèle pour les dirigeants qui doivent mettre en œuvre la vision du président mais qui ne l'appliquent pas. Par exemple dans le domaine de gratuité. Pourquoi est-ce que le PCT ne sanctionnerait-il pas les dirigeants qui ne font pas le travail? Parce qu'on a vu le PCT interpeller le gouvernement lors, je crois que c'était après les catastrophes du 4 mars ou quelque chose comme ça. Le PCT avait interpellé quelques membres du gouvernement. Mais c'est bien, c'est de bonne guerre. Mais aujourd'hui, évidemment, comme nous avons un combat essentiel, le combat essentiel, ce n'est pas qu'on sanctionne les gens, le combat essentiel, c'est le développement du Congo. Donc c'est bien, comme le PCT a commencé à sanctionner, que maintenant le PCT voit au niveau des directions générales, au niveau des ministres du PCT, ceux qui ne font pas leur travail, que le PCT dise, ce ministre n'a pas fait son boulot, qu'on le sanctionne, parce qu'ils sont nombreux à ne pas faire correctement leur travail. Romy Kokilas, comment analysez-vous cette situation au sein du PCT avec cette décision? Merci bien pour cette occasion, parce que nous l'avons beaucoup attendu. C'était une vieille promesse, et je me souviens que le problème est parti des élections législatives. Je ne vais pas faire ce développement historique des faits, mais en tout cas, je salue d'abord le courage du secrétaire général du Parti congolais du travail, une grande première au Congo, sanctionné au sein d'un parti politique. Je le dis pourquoi. Vous savez, on adhère à un parti par conviction. C'est une volonté personnelle de tout citoyen congolais. Mais voilà que le PCT sanctionne l'un des membres, parmi ses membres fidèles du PCT. 80 et quelques. Voilà. 81. C'est donc la première vague. Voilà. Mais là, j'essaie de voir qu'est-ce qui peut arriver. Voilà mon intérêt, c'est là. Parce que je me souviens avoir posé la même question au secrétaire général du PCT un jour pendant une conférence de presse. Et il a tenu mon bicus. C'est donc un homme de parole. Ça, c'est aussi un exemple que d'autres partis doivent suivre. Quand ça ne va pas, on peut sanctionner. Alors, est-ce que les Congolais, les politiques congolais, c'est-à-dire que ces militants du PCT, ces responsables sanctionnés, est-ce que c'est des politiques vrais? On va les lire bientôt. Est-ce que c'est des gens qui ont la maturité politique, qui ont de la vocation politique, qui sont allés au PCT pour réellement faire de la politique? On le saura même dans un mois. Pourquoi? La plupart, l'expérience dans notre pays a prouvé que dès qu'on fait partie d'un parti, même d'un gouvernement, on subit en l'opposant. Moi, je crains que le PCT puisse créer un parti, c'est-à-dire que de cette sanction, que ces derniers puissent se retrouver pour créer un parti. Pourquoi? Aux législatives, c'est des messieurs qui ont bravé la volonté du parti. Voyez-vous. Alors aujourd'hui, ils sont sanctionnés. Mais certains vont se frotter la main. Connaissant la machine du parti, donc le risque que peut courir ce parti, c'est de voir un parti se mettre sous cette initiative du Parti congolais du travail. Je dis bien qu'il s'agit là d'un problème d'ordre. Est-ce que le bureau politique du parti a mûri la question? Or, en politique, moi je pensais que le PCT pouvait
instruire encore, éduquer encore. Merci. Voilà, le dernier qui vient de nous rejoindre sur ce plateau, c'est Chrysostome Fouque du journal Manager, Horizon. Alors, Fouque, la situation au sein du PCT n'aurait-elle pas des conséquences ou bien des effets néfastes à la longue? Bon, moi je pense que conséquences, pour qui, pourquoi? Parce que le parti a pris quand même du temps pour prononcer ces sanctions. Comme a dit René tout à l'heure, le bruit a couru, les journalistes ont assiégé les grands responsables de ce parti, tout en disant attendez, attendez, attendez. Donc je pense que le parti a pris du temps. Il a pris du temps, il a prononcé les sanctions. Ben, les sanctionnés vont digérer certainement les sanctions. Maintenant, s'ils font ce que Ronick appelait les indisciplinés, puissent créer leur propre formation politique, mais ça n'engagerait que les indisciplinés. Et ils savent à quoi s'en tenir. Oui, merci bien, Fouque et Ernest Massandini. Bon, moi je crois que j'ai l'impression qu'on a parfois besoin d'une chose de son contraire. Non, quand on dit que l'ordre doit régner, il faut commencer. Moi, la spécificité de ces sanctions au sein du PCT, c'est que ça a commencé par frapper à la limite des gros poissons. Vous prenez Makia Ntomono, je crois que c'est un conseil du président de la République. Vous voyez, c'est pas n'importe qui. Il est sanctionné pour 12 mois, il est suspendu pour 12 mois. Alors vous prenez Okobi Salissa, c'est un membre, je sais pas du bureau politique, c'est un député du PCT. Il est sanctionné à délai indéterminé. Donc ça, c'est des gros passants, c'est ce que si au niveau de l'exécutif, ça voulait aussi faire comme ça, tout le monde réclame ici, quand on voit Madiala casser les maisons ici et là, mais on sait qu'il se tient aux petits poissons. Mais là, au moins, ça a frappé au sommet. Maintenant, c'est le moment de lire. Si autour du PCT, il n'y a que des aigris, c'est-à-dire que d'ici là, quelqu'un comme les Makia Ntomono, les Okomis, les conservateurs et autres, prennent les micros pour profiter de cette sanction, de cette suspension qui n'est pas une exclusion. Cette suspension n'est pas une exclusion pour créer leur propre structure, pour prendre leur indépendance. Alors là donc, c'est là où certains parleront de l'existence d'un agenda que les autres ne seraient pas au courant. Donc moi je crois que c'est une sanction interne qui devait rappeler les gens à être toujours disciplinés. Est-ce que cela n'est pas une occasion pour Okobi Salissa de proclamer son autonomie, de créer sa propre formation politique? Il a déjà parlé. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a parlé Afrique Éducation. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il y a un problème générationnel et que la succession du président Sassou devrait déjà se poser. Afrique Éducation. Au Bargui, à propos de ces sanctions, moi je pense que je donnerais un carton vert au PCT pour cette initiative. C'est un exemple qui devrait être même récupéré ou encore repris par... Carton vert, ça veut dire quoi? Un avertissement? Non, carton vert, c'est-à-dire que la voie est là, c'est bien fait. Donc ça devait être repris, cet exemple, par nos gouvernants, puisqu'il y a un problème d'impunité qu'on ne cesse de décrire dans le pays. Mais seulement, est-ce que ceux qui sont sanctionnés sont réellement fautifs? Est-ce qu'ils ont réellement fauté parce qu'ils sont allés en indépendant et pour quelles raisons? Moi, je pense que le vrai problème, c'est de voir qu'est-ce qui a amené certains donc ces sanctionnés-là d'aller se positionner en indépendant, d'amener certains parmi ces sanctionnés de distancer du PCT. Il faut chercher à comprendre le mal pour essayer de soigner. Sinon, un jour, comme a dit Romy Kokila, ça va fragiliser le PCT. Il faut craindre parce que nous sommes à quelques mois certainement des élections qui pointent à l'horizon, à quelques mois de ces élections locales. Il faut éviter que le PCT soit fragilisé ou encore que le PCT forme les monstres au sein en son sein. Puisque l'avenir fera quoi? Que ce groupe-là, nous savons, c'est des réalités. Et quand vous n'êtes plus de là où vous étiez nourri, si vous n'êtes plus au pouvoir, vous devenez opposant. C'est une réalité. Est-ce que si ces gens-là, un jour, se regroupent comme ils sont aujourd'hui pour créer un bloc contre le PCT, moi je pense que ça va fragiliser le PCT. Mais il y a quand même une prudence dans ces sanctions. On a compris, il n'y a pas eu de radiés dans cette liste-là, sur la liste. On a compris qu'il y a une prudence, il y a quand même peur que le PCT s'éclate. C'est bien, mais c'est un exemple à suivre pour le pays surtout. Merci. Et l'avis de Joseph Bitala Vitemo
Est-ce que cette situation ne va-t-elle pas fragiliser le Parti congolais du travail, surtout que nous sommes à l'orée des échéances électorales? Bon, alors, pour ceux des journalistes qui sont de ma génération, je crois que lorsqu'on dit c'est une grande première pour le PCT, moi je dirais non. C'est pas une grande première. Au moment où on s'abreuvait du marxisme-léninisme en 1975, je dis bien pour ceux qui sont de ma génération, hein, moi j'étais au lycée à cette époque-là, et bien à ce moment-là, il y avait ce qu'on appelait la déclaration du 12-12-75. Alors c'est une déclaration qui a fait un grand tollé dans ce pays, parce que le président Marien Ngouabi était venu pour purifier un peu ce qu'ils ont appelé à l'époque la ligne droitière et liquidationniste. Et je crois que pour les anciens du PCT qui me suivent, ils doivent bien se souvenir de ces moments-là. Mais ce n'est plus le même PCT. Aujourd'hui, je dirais le credo doctrinal du PCT a changé. Aujourd'hui, on nous dit que le contenu idéologique, c'est maintenant la social-démocratie. Un peu sur le modèle SPD allemand ou les travaillistes anglais. Hein. Donc, ça professe et ça met en pratique la tolérance. Et peut-être en mettant l'accent sur les réformes. Alors, ce que je constate simplement que pour un parti qui se réclame de la social-démocratie, il n'y a pas de tolérance. Et ceci peut être préjudiciable, justement, pour les échéances à venir. Parce que l'exemple montre aujourd'hui qu'on a tellement professionnalisé la politique au Congo, la plupart des hommes politiques qui tirent leur dîme justement de la politique. Et une fois qu'on les écarte, eh bien, c'est l'aigreur, c'est la frustration, on crée des partis en cascade. Et aujourd'hui, puisqu'on parle des chiffres, la dernière fois, quand je suis passé au ministère de l'Intérieur, on m'a dit qu'il y a près de 175 partis politiques au Congo. 175, vous imaginez, et il n'y a que 10% malheureusement qui peuvent se réclamer d'une effectivité nationale. Le PCT, c'est le parti majoritaire à l'Assemblée et au Sénat. C'est un atout majeur qu'il faut capitaliser. Mais là, s'il continue à faire des purges, j'appellerais ça des purges, pour ne pas revenir à la déclaration du 12-12-75, en tout cas, c'est une histoire qui se répète à l'identique. Et moi, je constate que ça risque justement de lézarder cet élan de solidarité professé par le PCT. Et puis, ça peut avoir des conséquences absolument préjudiciables pour les échéances qui arrivent. Bon, ça, c'est l'analyse simplement du journaliste que je suis. Maintenant, les hommes politiques prennent ça peut-être à un premier degré. Ça, c'est une autre paire de manches. Voilà, ça, ce n'est qu'une première vague, on l'a dit. Donc, la seconde vague va suivre. Passons au dernier volet de cette émission. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, a vécu une situation confuse la matinée du lundi dernier. Des coups de feu ont été entendus dans différents endroits de la ville. Images et commentaires. Une prise d'otage en direct à la télévision nationale. Les studios de la RTNC à Kinshasa sont pris d'assaut par des hommes armés. Très vite, les forces de l'ordre congolaises encerclent les locaux, mais au même moment, l'aéroport de la capitale ainsi que l'état-major de l'armée sont pris pour cible par des tirs nourris. Quelques heures plus tard, le gouvernement congolais assure qu'il contrôle la situation. Notre ville de Kinshasa, sur ces 3 sites, a subi une attaque terroriste par un groupe terroriste non encore identifié, un groupe inconnu, qui s'en est pris aux éléments des forces de sécurité chargés de la protection de ces 3 sites qui sont des sites stratégiques. 40 agresseurs abattus, c'est le décompte des autorités, mais la situation a été très confuse. La population de Kinshasa a cru à un coup d'État. Il y a la population qui a vraiment paniqué et pratiquement tout le monde est resté chez lui à la maison. Vous savez, dans la panique, comme il y a eu des tirs un peu partout, et ce qui a fait que les autres militaires ont profité de la situation pour piller justement les habitants aux alentours de l'état-major des armées. Aucune certitude sur l'identité des assaillants pour l'instant, mais le nom d'un candidat malheureux à la présidentielle de 2006 est évoqué par les autorités. Peu après, des tirs ont éclaté dans d'autres villes de RDC, faisant plusieurs morts. Voilà, aux dernières nouvelles, on parle de 103 personnes tuées, en majorité des assaillants. Alors, comment peut-on comprendre que des personnes aussi faiblement armées puissent pénétrer dans des sites aussi stratégiques tels que la télévision nationale, l'état-major et l'aéroport? Oui, Chrysostome. Bon, il faut dire que les gens ont voulu oser. Quand on veut oser, malgré les moyens qu'on a,
on pense arriver là où ils doivent arriver. Mais ce qui est important que je veux dire, c'est que le nom qui a été le fameux pasteur dont on parle, Mukulu Mutombo, il y a le colonel Gérard Yongo qui a édité un livre aux éditions Emar. Voilà, nous avons la photo voilà. Aux éditions Emar intitulé Un gourou apprenti sorcier. Voilà, nous avons le livre avec nous ici. Voilà. Et voilà, le livre est là. Dans ce livre, oui. Que d'ailleurs même au soir, si on peut... au soir de l'événement que j'ai cherché dans ma petite bibliothèque, j'ai regardé rapidement, lapidement, et j'avais finalement compris que c'est bien le monsieur dont parlait Gérard Yongo, qui a fait une mauvaise expérience, parce qu'il a prié avec le monsieur. Et là, Yongo montre que le monsieur, en fait, avait ses ambitions armées. Il voulait bien être président de la République, mais il n'en a pas les moyens. Les moyens, c'est quoi? C'est les adeptes. Donc les adeptes qui viennent à l'église, les adeptes qui apportent de l'argent, et lui, son église, en fait, se vouloir résoudre de devenir président de la République. C'est très malheureux, l'expérience que le colonel a eu à faire au sein de cette église, et c'est très malheureux pour ce pasteur, qui finalement a emmené le conseil, je crois, de la défense de Kinshasa, qui s'est réuni, je crois, la semaine passée ou hier, pour prendre des décisions que certaines églises, au niveau de Kinshasa, seront fermées. Parce que pour l'État et de la RDC, que ces églises-là pourront occasionner le désordre au sein du pays. Donc vous voyez comment les hommes de Dieu se comportent à ce niveau-là. Il va mettre en déroute de certains pasteurs. Voilà un pasteur qui prend l'initiative de braver l'État, prendre jusque les points stratégiques du pays. On a cité la télévision, l'état-major, l'aéroport. Alors peut-on parler d'une défaillance des forces de sécurité? Bitala Bitebo. Oui, à première vue, c'est ça qui est un peu étonnant et qui surprend. On ne peut pas comprendre quand même que de façon simultanée, on puisse attaquer des sites stratégiques. Et là, ça pousse à se poser des questions sur le dispositif sécuritaire et aussi les dispositifs de renseignement. Parce qu'on ne peut pas... Moi, lorsque je l'ai suivi, je me suis dit, mais c'est un coup d'État. À partir du moment où vous en prenez aux médias, l'aéroport et puis l'état-major, ben, tous les ingrédients sont réunis pour dire que c'est un coup d'État. Et en ce moment-là, on se pose des questions, mais où étaient les dispositifs sécuritaires? Où étaient les services des renseignements? Alors, aujourd'hui, maintenant, le fameux pasteur qui se réclame, ou pour lequel ces gens-là se sont manifestés, je ne sais pas, à ce niveau, qu'est-ce qu'il devient? Mais je crois qu'il nous a des explications. D'après les informations que nous avons reçues, que le pasteur... Le fameux prophète de l'Éternel serait en fuite. Il est en fuite, donc ça veut dire que c'était une façon de se culpabiliser d'avance. Et s'il en est ainsi, eh ben, c'est un cas d'école pour l'histoire des deux Congos. C'est un cas d'école. Voilà, c'est un cas d'école. Alors, tel que vous voyez, nous aurons à décortiquer ce livre très prochainement dans notre prochaine émission. Nous allons revenir sur la question parce que la question nous intéresse. Voilà, le temps nous presse. Nous sommes arrivés pratiquement au terme de cette émission réalisée par Christian Zedong de Nyongo. Nous avons bénéficié des services de Bienvenue Aimé Ganongo, de Rodrigue Chayuga, de Symphorien Epira, à la régie radio. C'était Stéphane Alemaba. Merci de nous avoir suivis. D'ici la prochaine édition, la rediffusion est prévue pour demain 16h et 20h30. Au revoir et à très bientôt.